bonjour à tout le monde. Je n'ai pas l'impression que ça fonctionne, mais en parlant fort, ça va aller, je pense. Tout le monde entend. Voilà, on est heureux de vous présenter cet atelier sur la mangrove et sur en particulier alors, le Mangrove Breakthrough, dont on va rappeler les principes si certains ne les connaissent pas, et surtout ce qu'on a baptisé l'initiative française, qui est en fait un collectif qui a été formé ces derniers mois par l'intermédiaire d'Up2Green en tant qu'intégrateur de projets multi-acteurs. C'est une de nos activités, mais je vais dire rapidement qui nous sommes sinon, et qui vise à faire un collectif d'acteurs français visant à pouvoir adresser les projets énormes qui vont sortir dans le cadre du Mangrove Breakthrough. Donc je vais y revenir dessus. Ouais, ça marche comme ça. Ça marche ici ? Il n'y a pas d'interrupteur. Ah, peut-être ça. Ouais. 1, 2. Test. Peut-être que quand on parle, ça c'est... Ah voilà. Test. 1, 2. Test. Voilà, alors pourquoi Up2Green a pris l'initiative d'animer ce collectif aujourd'hui et de préparer et de présenter cette intervention. Nous, on est une ONG française qui avons une expérience sur la mangrove qui date d'il y a maintenant une quinzaine d'années. Donc on a un faiseur de projet, on apporte une expertise technique et des conseils à des partenaires locaux. Ah voilà, c'est une tout seul. À des partenaires locaux pour développer des projets d'agroécologie au sens large, reforestation, agroforesterie en particulier, agroforesterie qui est un peu plus le modèle qu'on promeut en tant que créateur d'activités génératrices de revenus. Donc on a cette casquette de porteurs de projets, de faiseurs de projets, mais également d'intégration de projets multi-acteurs, parce que nos projets, il peut y avoir non seulement des planteurs, mais évidemment il y a des financeurs qu'on essaie nous de drainer de notre côté, mais il peut y avoir des organismes de recherche, des entreprises qui se greffent au projet. Donc on a également cette fonction de montage de projets multi-acteurs. Les intervenants qui vont se succéder, donc je vais parler un petit peu de ce qu'est le Mangrove Breakthrough et cette initiative. Louise Aguetan va parler de ce que fait le partenariat français pour l'eau pour les mangroves. Donc c'est un collectif qu'elle va présenter et qui a une vocation aussi de partage d'expérience et de plaidoyer. Et les acteurs du collectif, ce sont principalement aujourd'hui la recherche et les opérationnels. Pour la recherche, c'est l'IRD qui aujourd'hui, je pense, parmi tous les acteurs qu'on a pu approcher, est celui qui a l'expérience la plus complète et la plus ancienne sur la mangrove. Par la voix de Marie-Christine Cormier sur l'approche générale de l'IRD et d'Alexandre Badiane sur un des projets, donc pour le projet Malmont, qui est une association entre riz et mangrove. Et les acteurs opérationnels, alors ce n'est qu'un début parce qu'aujourd'hui ce collectif il est constitué de l'État et des acteurs de la recherche et qui se veulent un outil au service des porteurs de projets. Et les porteurs de projets, on commence aujourd'hui à les solliciter. Donc les premiers qu'on a pu contacter, donc il y a Up2Green, on va présenter un petit peu ce qu'on fait opérationnellement, mais c'est Planète Urgence, Jean-Pierre Braun va intervenir, et ainsi que Action contre la faim, que vous connaissez, et Ciboost, qui est une entreprise, bureau d'études et entreprise de travaux, voilà, qui représente un peu les entreprises qui pourront faire partie de ce collectif. Alors Chloé Orlan et Julien Dalle n'ont pas pu venir, donc c'est moi qui vais dire quelques mots sur ce qu'ils font. Alors la mangrove, il n'est peut-être pas utile de vous rappeler tout l'intérêt qu'elle présente en termes de lutte contre le changement climatique, pour son stockage de carbone, entre autres, mais aussi pour sa capacité à protéger les littoraux de la montée des eaux, des tsunamis et des aléas climatiques. Donc atténuation des tempêtes, ça sert également de bassin de décantation aux eaux chargées de sédiments pour la rivière. Et dans ces sédiments, dans cette vase, se développe tout un écosystème de poissons, d'huîtres, de coques, qui sont des moyens de subsistance pour les populations qui avoisinent ces mangroves et qui, malheureusement, comme elles sont présentes là, exercent aussi une pression sur la mangrove et prélèvent du bois et donc participent à la dégradation des mangroves. Alors, la mangrove est menacée. Alors, c'est une affirmation qui se nuance, évidemment, c'est plus complexe que ça, et peut-être que Marie-Christine vous dira pourquoi, mais elle est menacée clairement. Alors,
Aujourd'hui, les chiffres qui sont là, 50% de ces écosystèmes pourraient disparaître avant 2050, ce sont des projections. Aujourd'hui, si on regarde les chiffres de la mangrove, de la progression de la mangrove depuis 25 ans, on est sur une baisse de l'ordre de 3-4%, donc pour ainsi dire quasiment rien. Mais les projections sur l'horizon 2050 montrent qu'avec l'augmentation de la pression démographique, l'augmentation des pollutions, si on ne fait rien, on va vers une baisse significative de la mangrove, et donc un danger pour les plus de 120 millions aujourd'hui de personnes qui en dépendent, et population qui a tendance évidemment à croître d'ici 2050. Alors le Mangrove Breakthrough, c'est aujourd'hui à la fois un concept et un collectif. C'est l'enjeu de la mangrove, on pourrait traduire ça comme ça. Le concept est né en 2022, mais préalablement, en juin 2017, il y a eu la création de la Global Mangrove Alliance, qui est aujourd'hui l'organe qui chapeaute un peu l'organisation mondiale autour de la mangrove. Et à la COP27 en 2022, ils ont créé le concept de Mangrove Breakthrough, qui aujourd'hui est donc à la fois un concept et un organisme auquel adhèrent à la fois les États et des organisations. Donc aujourd'hui, il y a 67 États signataires, dont la France, mais la France qui est intervenue assez tardivement et dans un sous-détail du Mangrove Breakthrough. C'est une partie du Mangrove Breakthrough qui a été initiée par les Émirats Arabes Unis, la dernière COP. Et pour les organisations, il y a 67 organisations à ce jour, dont 3 seulement pour la France, alors que la France a des mangroves dans ses outre-mer et a une connaissance des mangroves qui est au niveau international. Donc assez peu d'organisations. Et c'est en faisant ce constat, au moment où Up2Green a adhéré au Mangrove Breakthrough, puisqu'on est une des 3 organisations qui en faisons partie, de la GMA, on s'est dit, la France, il n'y a pas énormément d'acteurs, alors qu'il y a quelque chose à faire. Et surtout, il y a des enjeux financiers énormes autour du Mangrove Breakthrough. Le petit tableau que vous avez à côté, qui est peut-être imprimé en trop petit, on estime à 4 milliards de dollars ce qu'il faudrait faire pour atteindre les objectifs qui ont été définis par le Mangrove Breakthrough et donc reconnus comme nécessaires. Avec 6 lignes directrices que vous voyez ici, protéger la nature, partage d'informations, une approche centrée sur l'homme et la femme, qui est évidemment l'acteur local et le bénéficiaire des bénéfices de la mangrove. Harmoniser l'action locale, une approche durable évidemment, et selon un principe d'intégrité totale, autant que possible évidemment. L'objectif chiffré aujourd'hui officiel, c'est assurer l'avenir de ces 15 millions à peu près d'hectares de mangroves d'ici 2030. Alors, en stoppant les pertes de mangroves, en restaurant la moitié des pertes récentes de mangroves, donc le chiffre officiel de la GMA, c'est 400 000 hectares à horizon 2030. Doubler la protection des mangroves, c'est-à-dire les aires de mangroves protégées, et assurer ce financement durable à long terme pour toutes les mangroves d'un ordre de grandeur de 4 milliards de dollars, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Alors cette initiative française, comme je vous le disais, elle est née du fait du constat que finalement il y avait des acteurs compétents, mais il n'y avait pas d'engagement au niveau international. Donc les sachants et les faisants au niveau État et recherche, on les a rassemblés dans ce collectif depuis 3 ou 4 mois, on va dire, c'est très jeune. Donc il y a les ministères, surtout le ministère de la Transition écologique par l'intermédiaire de sa direction de l'eau et de la biodiversité. Parce qu'aujourd'hui, l'action de l'État français sur la mangrove, ça se fait uniquement au niveau français, donc pour les mangroves de nos outre-mer, par l'intermédiaire de l'IFRECOR. La mangrove est un sous-détail aujourd'hui de l'IFRECOR, ce qui prouve bien que on travaille au niveau français, franco-français aujourd'hui uniquement. Le partenariat français pour l'eau, qui est un des membres du collectif aujourd'hui, qui va se présenter, qui est un collectif également de l'État, mais de plein d'autres acteurs de l'eau. Le comité français. Et alors pour les mangroves françaises, il y a un organe qui s'appelle le réseau d'observation des mangroves, qui est chapeauté et organisé par l'UICN, l'OFB en moindre mesure. L'IRD et donc les acteurs de la recherche qui aujourd'hui font partie du collectif, c'est l'IRD, le CIRAD, le BRGM, le CNRS qui anime lui-même un réseau thématique sur la mangrove, le conservatoire du littoral, ou plutôt les conservatoires, il y en a dans chaque territoire, Dôme et également métropole évidemment, et donc les comités de mangrove qui existent sur certains des outre-mer. Des financeurs également qu'on a approchés dans le cadre de ce collectif, en particulier l'AFD par l'intermédiaire du Fonds français pour l'environnement, qui chapeaute, lui, une initiative mangrove qui commence, qui vise au développement de bonnes pratiques, aujourd'hui par l'intermédiaire de 4 projets
identifié, mais ça a vocation à grandir. Le constat, mais je vous l'ai donné tout à l'heure, étendue des connaissances, mais besoin d'une vision globale. Et aujourd'hui, alors ce collectif, c'est la manière dont on a présenté ça à tout le monde. C'est pas un groupe de travail de plus qui va faire des colloques et des réunions qui serviront pas à grand chose et à faire perdre du temps à tout le monde. C'est de pouvoir monter des projets à l'échelle du Mangrove Breakthrough. Donc pour ça, on aura beaucoup plus de chances au niveau français de s'allier, c'est-à-dire de proposer des projets à l'échelle des milliards de dollars qui vont être proposés, en agrégeant de la recherche, de l'opérationnel, de manière à présenter les meilleurs projets possibles. Donc on est en train d'essayer de faire financer par l'État une structure qui puisse prendre la suite de ce que Up2Green fait modestement jusqu'à présent en termes d'animation, mais ce qui a vocation à, comme ça englobe les ministères, la logique est que ce soit organisé par l'État, dans le but du partage de connaissances entre tous les acteurs, du lien avec la GMA et les opportunités qui vont sortir. Il y a déjà des financements qui sortent de la GMA, mais eux-mêmes sont en cours d'organisation, et le secrétariat du Mangrove Breakthrough qui est en cours de constitution. Donc c'est important de faire une veille vis-à-vis d'eux et des opportunités financières, surtout qui vont en sortir. Et ensuite, coordonner les réponses collectives des appels à projets dont je parlais tout à l'heure. Et ensuite, également alimenter le plaidoyer des instances françaises au sein de la France et de l'Europe, pour l'agenda 2030, mais également au niveau international, par l'intermédiaire d'acteurs comme le PFE, par exemple. PFE auquel je passe la parole. Je monte ici. Bon, je reste là. Bonjour à toutes et tous. Donc quelques mots peut-être pour présenter le PFE, qui n'est pas un acteur spécifique de la mangrove, mais qui s'y intéresse notamment via la question de l'eau, comme notre nom l'indique. Le Partenariat français pour l'eau est une association issue de la loi 1901 qui regroupe à peu près 200 membres français engagés à l'international. Alors, on nous décrit souvent comme une plateforme multi-acteurs avec 3 objectifs. Un premier lié au plaidoyer et pour lequel la question des mangroves est assez centrale. Un pilier sur la valorisation de ce que font les acteurs français de l'eau à l'étranger et en France, en fait, pour pousser les bonnes pratiques et montrer les savoirs des acteurs français de l'eau. Et un 3e pilier sur les échanges. On est organisé autour de 6 collèges que vous voyez listés là-haut, avec l'État via 3 ministères, le ministère de la Transition écologique, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire et de la forêt depuis quelque temps. On a également le collège des ONG via Up2Green qui représente la voix des mangroves dans ce collège-là. Des collectivités territoriales et des parlementaires. Les agences de l'eau prennent une place assez importante dans ce collège-là et s'intéressent beaucoup aux questions des SFN, notamment dans les Outre-mer. Les acteurs économiques. Pour le coup, là, sur l'aspect mangrove, on les voit. Enfin, on n'a pas d'acteurs particuliers qui s'intéressent à la question des mangroves, mais on essaie de sensibiliser en fait via nos plaidoyers. Des institutions de recherche, y compris l'IRD qui est ici aussi et qui pourra parler de sa propre voix, et des personnes physiques. Je mentionne aussi que nous avons, alors pour les acteurs de la mangrove, donc l'IRD, mais aussi ACF, Action contre la faim, qui fait partie de notre réseau et qui donc a plusieurs projets liant mangrove et sécurité alimentaire, notamment au Sierra Leone. Voilà, je passe peut-être plus rapidement. Alors, au sein du partenariat français, le Up2Green a poussé en fait la place de la mangrove en montrant que c'est une SFN liée à l'eau qui est valorisable et qui peut permettre de disons, canaliser plusieurs
points d'intérêt qui sont au cœur des préoccupations de nos membres. Je passerai sur les bénéfices sur la biodiversité aquatique qui ont été présentés en début de partie, sur la résilience climatique, mais aussi en termes de services écosystémiques. Et là, ce qui a beaucoup convaincu, c'est ce lien en fait, avec la sécurité alimentaire et notamment les projets de Up to Green, de mangroves couplés avec la riziculture ont particulièrement convaincu nos membres de cette valeur ajoutée. Mais également via l'IRD, on a aussi cette expertise de gestion de projets de mangroves en concertation avec les communautés locales qui sont les premières en fait à bénéficier et vivre avec ces mangroves et qui nous rappellent que voilà, il y a tout cet enjeu social autour de ces écosystèmes. Et simplement pour dire que pour le PFE, les mangroves apparaissent. En fait, on voit vraiment une sorte de montée en puissance de ce sujet là où le PFE est présent, et ce sur dans plusieurs instances, notamment à celles liées à l'eau, qui ne seraient peut-être pas les premières auxquelles on pense quand on se dit mangrove. Typiquement, au One Water Summit qui aura lieu en fin d'année à Riyad dans le cadre de la COP désertification, le Fresh Water Challenge qui est porté par la France et qui a une dimension mangrove apparaît. Fait partie des livrables qui seront mis en lumière à ce moment-là. Donc en tant que PFE, ça nous semble un sujet qui vraiment monte en puissance et qui a clairement sa place dans le monde de l'eau. Et c'est une responsabilité justement d'essayer de mettre la question des mangroves dans cette dynamique-là. On voit aussi qu'il y a des outils de financement qui se mettent en place à cette échelle-là internationale de plaidoyer, notamment via la HAC, NEP, que vous voyez là, qui est l'acronyme pour la Coalition à haute ambition pour la nature et les peuples, et qui vise à atteindre la cible 3 du cadre de Cannes-Montréal, donc de protéger 30% des terres, 30% des mers d'ici 2030. Là aussi, les mangroves ont une place importante. Et peut-être dans l'immédiat, on a évidemment la COP 16 biodiversité, pour la Convention pour la diversité biologique qui a lieu dans quelques semaines maintenant, où les mangroves ont aussi une place assez importante à la fois dans les négociations, mais aussi dans toutes les discussions qui prennent place autour de ces événements-là. Donc voilà, on sent qu'il y a une sorte de momentum autour de cette question des mangroves, qu'on essaie de comprendre dans toute sa complexité et de pousser, en tout cas du point de vue du PFE, en la liant aux problématiques de l'eau qui, vous le conviendrez, sont vraiment au cœur des prochains enjeux climatiques et environnementaux. Voilà. Merci Aloïs. Et le but, ce sera évidemment de parler de l'initiative française dans toutes ces instances. Voilà. Alors avant de parler des acteurs opérationnels, je vais passer la parole à l'IRD pour parler des acteurs de la recherche. Bonjour, donc Marie-Christine Cormier-Salem, je me présente, je suis directrice de recherche à l'IRD en sciences sociales. L'IRD, c'est l'Institut de recherche pour le développement durable. Et je dois dire que je suis assez contente parce que pour une fois que je vais à une réunion sur les mangroves, on a parlé de sécurité alimentaire, on a parlé de communauté locale, on a parlé de sujets qui passent complètement inaperçus dans les grandes réunions sur les mangroves. Et en fait, moi, j'ai accès, je ne développerai pas tout, hein, mais c'est vrai qu'actuellement, que ce soit la COP sur la biodiversité à Dubaï, enfin à Montréal ou à Dubaï, quand on dit mangrove, à quoi on pense ? Carbone bleu. Et donc c'est vrai que j'avais moi centré mon intervention sur ça pour dire justement il faut aller au-delà. Et donc je trouve que voilà, ça me réjouit que en tout cas justement je crois que la communauté française a occupé la place pour dire oui, c'est pas que ça.
Donc, je passerai très rapidement, parce qu'il y a déjà eu donc, ce qui a été dit précédemment. Et c'est vrai que on a publié avec un certain nombre de collègues une policy brief justement qui montre que la séquestration du carbone, tous ces crédits carbone qui explosent depuis Kyoto et Paris, il y a beaucoup de promesses et énormément d'incertitudes. Et j'en montre un certain nombre au niveau donc, des tensions, je dirais, entre les échelles, entre le local et le global, sur les temporalités, court terme, long terme, les régions nord-sud globales. Et moi, j'insiste sur le fait qu'effectivement, il faut vraiment travailler sur faire des compromis entre tous les ODD, donc des synergies positives entre lutter contre le changement climatique, préserver la biodiversité, lutter contre la faim, l'équité. Donc c'est vraiment l'objet d'avoir vraiment une approche beaucoup plus intégrative et de travailler sur les co-bénéfices. Donc là aussi, je vais vraiment aller très rapidement, parce que la question qu'on se posait, on voit bien que, encore une fois, c'est toujours mis en avant, le fait que les écosystèmes, alors tels que les herbiers, les récifs coralliens, les mangroves, sont de très bons candidats pour séquestrer du carbone, qui séquestrent beaucoup plus de carbone que les forêts tropicales. Mais ils ont aussi beaucoup d'autres contributions. Mais la question qu'on se pose, alors pas simplement entre scientifiques, parce qu'on se l'est posé avec d'autres collègues ou d'autres personnes de l'AFD, c'est est-ce que les crédits carbone sont une option durable, juste et souhaitable, sachant effectivement qu'une des grosses questions aussi qui se pose dans ces conventions, c'est le financement. Et que bien évidemment, on se tourne vers les entreprises privées et que dans le cadre des RSE, les entreprises privées se jettent aussi, se saisissent de cet outil pour financer, pour payer leurs droits à polluer, pour faire être un peu rapide, schématique. Ce que je voudrais insister, je vous ai donné 2 photographies très contrastées. Les mangroves, ce sont des socio-écosystèmes extrêmement diversifiés et complexes. En tout cas, ça ne se résume pas à une forêt. Et donc, ça ne suffit pas de replanter les mangroves. Et que je voudrais insister sur la diversité des relations entre les populations et la mangrove. Alexandre va revenir sur la spécificité des mangroves d'Afrique de l'Ouest. Mais rien que ces 2 photos vous montrent le contraste de paysage, où on a un paysage en fait de riziculture endiguée, densément peuplée, et puis en bas, une réserve de nature qui est en Guyane. Et donc, rien qu'à la vue de ces images, vous pouvez concevoir qu'on ne peut pas gérer de la même façon tous ces territoires. Ce n'est pas la même chose. Il y a d'un côté des territoires qui sont contrôlés par les populations locales, de l'autre côté, effectivement, des réserves de nature. J'insiste. Et en ce qui concerne le carbone bleu, c'est extrêmement compliqué. Là encore, le flux et le stockage de carbone dépendent des conditions environnementales locales. Il faut prendre en compte la diversité des activités économiques et surtout les problèmes de tenue foncière, et j'y reviendrai. Et puis, dans ce cadre-là, on voit que les marchés du carbone, c'est souvent très standardisé, normalisé, mondiaux. La plupart du temps, c'est la plantation d'une seule espèce. C'est contrôlé par des acteurs internationaux, c'est un marché volontaire, avec des créations de valeur et un partage des bénéfices qui sont souvent opaques. Et en tout cas, on relève qu'il y a une insuffisante garantie sociale et environnementale. Je contribue actuellement à un rapide assessment de l'UNEP, qui a demandé à Grid Arendal de faire une nouvelle assessment, justement pour améliorer la première assessment qu'il avait fait il y a quelques années, pour mieux prendre en compte ces aspects-là en termes d'équité et d'inclusivité. Là aussi, j'irai assez rapidement, mais en tout cas, dans le cadre de REDD+, ce fameux mécanisme de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de déforestation, on voit bien que la logique est bonne, mais c'est souvent l'implémentation, la mise en place de ces mesures qui sont inappropriées, avec des effets non désirés et pas durables, aussi bien en matière de séquestration de carbone. Les métriques sont peu robustes. Alors, il y en a il y a des nouveaux travaux qui sont menés, mais en fait, c'est très compliqué d'évaluer réellement la séquestration du carbone. Et puis, souvent, on met en avant les zones qui ont été replantées, et donc le succès des replantations par des millions et d'hectares, mais sans avoir un suivi réel de savoir quelles sont les zones qui ont été effectivement recolonisées. Et donc là, on voit bien qu'il y a une différence importante. Beaucoup d'interrogations même aussi en termes de diversité biologique. Je vous l'ai dit, une seule espèce. Donc, ce n'est pas du tout l'ancienne forêt de mangrove qu'on reconstitue, avec un succès inégal de la replantation, avec des effets encore qui ne sont pas très bien suivis sur les espèces, sur la diversité, effectivement, sur les utilisations. Et en gros, ce que disent les spécialistes des mangroves, moi je suis un chercheur en sciences sociales, c'est que rien ne sert de replanter. Ce qu'il faut, c'est d'abord restaurer les conditions hydro-sédimentaires pour une recolonisation naturelle de la mangrove. Je crois que le projet Cibou, c'est exactement sur ça. Donc ça,
c'est important. Moi, j'insisterai surtout sur les biais en matière de diversité socio-culturelle, avec une compétition spatiale entre les zones qui sont reboisées et les autres usages, souvent des concurrences entre les collecteurs de propagules, parce que certains sont rémunérés et pas d'autres. Et moi, j'insisterai beaucoup, parce que c'est vraiment mon entrée, sur les questions d'injustice environnementale, avec ces 3 dimensions, où les femmes sont particulièrement impactées. Vous savez, les femmes qui n'ont pas accès, ne sont pas propriétaires des terres, pour elles, toutes les activités d'exploitation des fruits de la brousse ou de la mangrove sont essentielles, à la fois du point de vue économique, du point de vue sécurité alimentaire. Enfin, et en fait, il y a un problème de redistribution. Un espace qui est reboisé, dans le cadre de RED+, n'est plus accessible aux acteurs et aux actrices locales. Elles n'ont plus la possibilité d'aller ramasser des coquillages et d'avoir accès à ces forêts de mangrove et de vasir. Je veux bien me dire un verre d'eau. Merci Alexandre. L'autre aspect qui est très important, vous verrez que très souvent on dit qu'il y a une démarche participative. Très souvent, les acteurs locaux sont informés, mais très peu concertés. Ils ne prennent pas part aux négociations. Eh bien, bon, merci beaucoup. Et ils ne prennent pas part en fait, aux décisions, aux procédures. Troisième aspect qui est essentiel aussi, c'est que c'est la question de reconnaissance. Trop souvent, les connaissances locales sont ignorées. Les femmes sont souvent invisibilisées. Et en fait, les femmes, elles ont besoin d'être reconnues pour ce qu'elles font et ce qu'elles sont. Et pas toujours considérées comme celles qui détruisent la mangrove, comme celles qui sont dans des secteurs informels, anarchiques. Donc, voilà. Donc moi, je fais beaucoup de travail pour montrer à la fois aussi que souvent elles sont ignorées, mais aussi leur capacité de résilience et leur capacité aussi à s'organiser pour effectivement gérer durablement les mangroves. Quelques messages. Donc, je vous ai mis le QR code si vous voulez lire la policy brief qui a été en fait préparée avec des collègues dans le cadre de la COP 28 à Dubaï. Principaux messages à retenir, il faut adapter les projets aux conditions locales et aux facteurs de dégradation. Et très souvent, c'est la première chose à faire en tant que scientifique, c'est de poser un bon diagnostic. Est-ce que les mangroves reculent? Pourquoi elles reculent? Quels sont les facteurs? Et de jouer sur ces facteurs. Donc, et ce que les experts de la mangrove disent, il ne faut pas planter systématiquement, mais il faut d'abord restaurer les vasières, donc ce que fait Seaboost, ce que font un certain nombre d'ONG. Il faut créer des plateformes de dialogue multi-acteurs pour relier les acteurs locaux, mondiaux et nationaux, inclure la participation locale dans les activités et la gouvernance, et faire en sorte que, avant de vouloir compenser, le maître mot, c'est d'abord d'atténuer. Je pense que c'est la logique, on est tous d'accord sur ça. Et qu'il y a effectivement un déficit de financement de l'adaptation, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir et ça c'est vraiment ce que je mets sur l'efficacité, la légitimité des co-bénéfices, bien sûr promouvoir les solutions fondées sur la nature pour la conservation et l'utilisation durable. Pensez à l'agroforesterie, dans plein de pays, il est interdit de ramasser le bois mort dans la mangrove. Qu'est-ce qu'il justifie? Il est interdit de couper la mangrove. Et c'est vraiment strictement, quels que soient les pays, quels que soient les terrains sur lesquels j'ai travaillé. Soutenir aussi des solutions transformatrices fondées sur les communautés locales et tenir compte aussi de l'égalité des genres, mais de l'intersectionnalité. Donc, c'est vrai que je reviens sur le fait qu'en tant que chercheuse, il y a encore des gaps de connaissances, des lacunes de connaissances. On a encore des points de vue contradictoires sur la dynamique de la mangrove et ses principaux moteurs. Il n'y a pas qu'une seule solution. Et non pas aussi qu'une seule solution à ce qui concerne la valorisation des socio-écosystèmes de mangroves. C'est vrai qu'on met souvent en avant les PSE, on met souvent en avant les crédits biodiversité, mais il faut aussi être un peu plus inventif. Nous, on a beaucoup travaillé aussi sur la labellisation des produits issus de la mangrove. On a beaucoup travaillé sur l'écotourisme, les écomusées. Donc là, il peut y avoir plein d'autres formes de valorisation durable et équitable et inclusive. Donc certainement besoin de plus de connaissances, besoin de dialogue interdisciplinaire et transdisciplinaire. Et je crois que c'est un des objectifs exactement de ce mangrove Boaxao. Pour finir, donc là, je vous ai cité 3 gros projets. Un gros projet Magellan, qui est dans le cadre du PPR sur l'ubiote, sur les solutions basées sur la nature. Il y a un Living Lab sur les mangroves qui est basé en Guyane avec Christophe Proisy, qui est un collègue qui travaille depuis très longtemps sur la mangrove. Ils vont faire des choses vraiment très intéressantes en termes aussi d'interdisciplinarité et de transdisciplinarité.
On a un nouveau projet qui va démarrer à partir de janvier, Sustainable and Fair Use of Mangrove. Ce que je vais vous présenter, c'est rapidement, parce que je sais que j'ai très peu de temps, c'est le nouveau réseau thématique Mangrove qui est coordonné par le CNRS, mais en fait qui tente de coordonner l'ensemble des acteurs scientifiques au niveau français pour rendre justement plus visible cette communauté scientifique française. Donc c'est un nouveau réseau thématique qui couvre 3 grands instituts du CNRS, écologie, environnement, sciences humaines et sociales, terre et univers. Donc là, encore une fois, je ne vais pas revenir sur les particularités biogéographiques de la mangrove. L'objectif, c'est vraiment de regrouper les scientifiques travaillant sur les mangroves, de l'outre-mer français, mais pas que, parce que c'est vrai que les dom-tom français, finalement, les mangroves, ce n'est pas vraiment non plus un enjeu fondamental. Et c'est vrai que nous, en tant qu'IRD, on travaille sur d'autres terrains. Donc, c'est vraiment d'essayer de rendre plus visible cette communauté scientifique française et son expertise dans le but d'une gestion durable et équitable de la diversité des socio-écosystèmes de mangroves. Bien sûr qu'en tant que scientifique, on veut rassembler et combler les lacunes de connaissances, consolider les fronts de sciences, favoriser le dialogue interdisciplinaire et transdisciplinaire. Quand je parle de transdisciplinarité, c'est vraiment justement ces recherches participatives, le fait de vraiment favoriser le dialogue entre politique, société civile et la connaissance au sens large, donc à la fois les connaissances locales et les connaissances scientifiques, et rendre plus visible cette communauté. Et je pense qu'encore une fois, cette initiative que vous portez, que nous portons, est un bon espace pour avancer sur ça. Je vous présente rapidement, il y a 4 axes disciplinaires, assez classique, sur la dynamique sédimentaire des littoraux à mangroves, une autre sur la biodiversité, structure, fonctionnement, interaction au sein des écosystèmes de mangroves. Je ne vous cite pas tous les noms, mais vous voyez, donc, il y a aussi la diversité des équipes qui sont impliquées. Un autre axe sur sources, stock et devenir du carbone et des éléments associés, donc nutriments, métaux et contaminants. L'axe 4 sur valeur et valorisation du socio-écosystème de mangroves que je co-anime avec ma collègue Esmeralda Longépé, qui est à l'UMR Prodigue. Et puis il y a 2 axes transversaux, un sur les indicateurs de la mangrove et un autre sur action de formation. Et voilà. Et je vous ai mis ça parce qu'effectivement, on réfléchit beaucoup sur les futurs désirables. C'est très à la mode. Et puis je viens de publier un article sur justement le futur désirable pour les mangroves. Voilà. Merci. On va passer la parole à Alexandre Balian pour un des projets chapeautés par l'IRD en collaboration avec lui, avec Lisbonne, il me semble. C'est toujours voilà, avec l'ISA de Lisbonne. Alors, j'essaie de le trouver. Il faut remonter. Un peu plus haut. Ah, d'accord. C'est le premier, c'est bon. premier slide. Ok, merci beaucoup. C'est toujours difficile de parler après sa boss. Je précise que Marie-Christine, c'est ma directrice de thèse. Aujourd'hui, ça fait plaisir de partager ce même panel avec elle. Et donc, je ne vais pas entrer en profondeur sur ce qu'elle a dit. Je vais juste essayer de présenter une expérience de recherche participative, notamment de recherche-action sur la riziculture de mangrove, qui est un élément pour les communautés locales qui tentent de valoriser un peu ces espaces de mangrove. Donc, en Guinée-Bissau, je précise que je suis postdoctorant dans le cadre du projet Malmont. Le projet Malmont, c'est un projet européen piloté par l'Université de Lisbonne, dont IRD est partenaire avec l'Université aussi de Wageningen et aussi d'autres partenaires qui sont au niveau local, tels que Yanda Guinée et l'Université Assane Seck de Ziguinchor au Sénégal. Et donc, le projet Malmont intervient principalement dans 3 régions de la Guinée-Bissau. C'est notamment dans la région de Cacheu. Il y a aussi la région de Oyu, qui est le centre de la Guinée-Bissau, mais aussi la région de Tombali. Ce sont des régions qui sont pratiquement dans la zone côtière où se développe un peu l'activité risicole de mangrove. Là, vous allez voir un peu une image d'un terroir inondé dans la région de Cacheu. C'est notamment le terroir de Djobel. Et donc, les populations locales ont l'habitude de dire que c'est le Venise de la Guinée-Bissau. Voilà, parce que c'est un terroir complètement inondé. Ce que vous voyez au milieu comme ça, ce sont des casiers rizicoles et les maisons sont éparpillées de part et d'autre de ces casiers rizicoles. Mais tout ce que vous voyez autour, ce sont des écosystèmes de mangrove. C'est pour dire encore une fois, ou réconforter la position de Marie-Christine, pour dire que ces populations, ils n'ont que ces écosystèmes de mangrove pour pouvoir vivre. Donc, ils vont vivre à la fois de la riziculture, notamment à travers ces espaces, mais aussi
de tout ce que la mangrove offre en termes de potentialité pour qu'ils puissent, c'est-à-dire la pêche, ça va être la coupe de bois, même si ce sont des communautés qui ne sont pas trop, qui ne sont pas trop dans la dégradation de la nature, non, puisqu'ils ont des règles au niveau local qui permettent quand même de pouvoir gérer tout cela. Et donc, vous voyez ici en image dans un village, notamment le village de Diobel, où pendant la marée haute, en fait, pratiquement les habitats sont complètement submergés dans l'eau. Et donc, dans le cadre de ce projet Malmont, en fait, c'est un projet que nous avons trouvé en cours. Moi, j'ai intégré ce projet dans sa 3e ou 4e année en tant que postdoctorant. Et le projet finit cette année, en décembre. Et donc, il y a beaucoup de composants. Et nous, le composant sur lequel on travaille, c'est pratiquement développer le composant sur le développement des scénarios participatifs de l'impact du changement climatique sur les moyens de subsistance des populations locales en Guinée-Bissau. Donc, en des termes beaucoup plus simples, avec une collègue brésilienne qui s'appelle Dagnès, on travaille à mettre en place un jeu sérieux que l'on développe avec les agriculteurs de la Guinée-Bissau, notamment dans les 3 régions. Et donc, à partir de ce jeu sérieux, va émerger des idées sur les stratégies d'adaptation de ces riziculteurs. Je n'ai pas pris le temps de contextualiser puisque le temps c'est un peu limité. Voilà. Donc, d'une manière beaucoup plus simplifiée, ce sont des populations qui pratiquent de la riziculture depuis plusieurs milliers d'années. Et donc, ces populations aujourd'hui sont confrontées par les impacts du changement climatique, notamment la variabilité pluviométrique, qui de plus en plus ne cesse d'impacter leurs activités, et aussi la remontée du niveau de la mer. Et très souvent, ils ont des pratiques locales, ils s'adaptent, mais parfois difficilement avec ce changement inattendu, incertain d'un moment à un autre. Et donc là, dans le processus de co-construction de jeux que nous avons mis en place il y a environ plusieurs mois de cela, donc il fallait organiser des ateliers participatifs avec ces riziculteurs afin de diagnostiquer le réel problème dont ils sont confrontés dans le cadre de la pratique de leur activité rizicole. Il s'est avéré que justement c'est le problème de la pluviométrie qui ressort de plus lors de nos discussions avec ces agriculteurs de la Guinée-Bissau. Et donc là, nous avons tenté de voir un peu, à partir des éléments que nous avons sélectionnés sur la base de la bibliographie, comment ces agriculteurs eux-mêmes peuvent modéliser, en fait, peuvent représenter leur paysage agraire. Comment ils perçoivent leur paysage. Et sur les éléments que nous avons apportés, c'était quand même des ateliers très, très, très créatifs, où vous le constatez même, les agriculteurs eux-mêmes essaient de modéliser chacun en fonction de son terroir, essaient de représenter le terroir dans lequel ils habitent. Et si vous voyez ici, nous avons tenté de reproduire des cartes qui ne sont pas encore finies. Donc, c'est une idée de cartographie participative, même si de base, on n'était pas parti dans ça. Mais c'est ce qui est émergé directement à travers les discussions avec les agriculteurs. Et donc, ce qui est important de retenir, c'est que nous sommes dans des zones dans lesquelles, en fait, la riziculture est la principale activité de ces communautés locales. Ils vivent que de la riziculture. En plus de la riziculture, il y a d'autres activités qu'ils vont développer, qui leur permettent de pouvoir assurer cette diversité. Donc, nous avons l'élevage, il y a aussi la pêche, surtout la pêche qui occupe une place importante dans ces terroirs de mangrove. Et aussi une autre activité, l'arboriculture fruitière, notamment l'anacarde, qui commence à se développer de plus en plus dans ce terroir de la Guinée et qui sous-tendent aujourd'hui l'économie nationale. Et donc là, j'ai tenté de montrer un peu à travers les images le système rizicole que l'on a en Guinée-Bissau. Et il y en a 2 principalement, notamment un système irrigué ou un système directement, pas irrigué, mais c'est un système de repiquage, puisque l'activité rizicole dépend essentiellement des apports pluviométriques. Donc il y a un système de repiquage, mais aussi un système de semi-direct qui se fait souvent dans le plateau. Et là, vous allez voir, nous avons les typologies des différentes rizières, soit des rizières de plateau qui sont juste là à côté, que vous allez voir juste à ma, je pense, gauche. Et donc, vous avez des rizières de mangrove, même si certains vont penser qu'ils ont débroussé un peu une partie de la mangrove pour pouvoir, mais c'est des gens qui n'ont pas d'espace pour pouvoir pratiquer la riziculture. Donc, ils sont obligés de couper un peu de mangrove pour pouvoir se faire de la place, pour trouver un peu des ressources nécessaires pour pouvoir vivre et pratiquer cette activité rizicole. Et vous allez voir, c'est les mangroves qui bordent un peu toutes les rizières. Donc, ça va protéger un peu les espaces rizicoles de la montée des eaux et aussi des vagues violentes. Et là, surtout, ce qui est important à noter, c'est surtout les connaissances locales en matière de la construction de digues et de la gestion de l'eau, puisque tout se fait de manière traditionnelle avec les outils qu'ils ont, avec leurs connaissances,
avec le matériel qu'ils ont sur le terrain, sur place. Et donc, c'est des gens qui vont se mettre au travail à travers la construction des digues. Ce sont des digues qu'ils appellent digues anti-sel, qui permettent de stopper un peu le phénomène des marées. Quand la marée arrive, il peut pas submerger, on peut entrer dans les parcelles rizicoles. Et c'est un travail qui demande énormément d'efforts physiques, mais aussi ça nécessite de la main-d'œuvre. Et c'est surtout cette connaissance locale, une connaissance hyper vaste que l'on peut retrouver chez les riziculteurs de mangroves de la Guinée-Bissau, mais aussi des rivières du Sud, comme Marie-Christine l'avait déjà publié dans un de ses livres dans les années 99, puisque c'est tous ces pays qui longent du Sénégal jusqu'à la Sierra Leone, en passant par la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry et aussi la Gambie. Donc eux tous partagent ces mêmes activités, mais ont ces expériences en matière de construction de digues, mais également de gestion de l'eau. Sauf qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a cette envie d'innover. Cette envie d'innover, et là, malheureusement, c'est les moyens, le problème de moyens se pose, puisque ce sont des populations, très souvent, qui ne sont pas accompagnées soit par les pouvoirs publics, politiques publiques, soit qui sont accompagnées par certains ONG qui sont là, mais qui ont des moyens assez faibles. Mais de plus en plus, on constate certaines innovations, si on peut s'exprimer de la sorte. Donc, pour la gestion de l'eau, ils ont leur connaissance à travers un peu les palmiers qu'ils coupaient et les troncs qu'ils foraient pour pouvoir gérer l'eau. Et c'est une connaissance énorme qu'ils ont en matière de cette gestion de l'eau, puisque quand tu arrives, ils parviennent à gérer l'eau, à gérer la quantité d'eau qui sort un peu de ces parcelles rizicoles vers le fleuve ou les rias, ou parfois de stopper le phénomène des marées à partir de ce matériel qu'ils ont. Mais sauf que la gestion peut être efficace dans certains contextes, mais peut ne pas l'être dans d'autres contextes, puisqu'en fait, les fortes marées peuvent entraîner la rupture de certaines digues anti-sel. Et aujourd'hui, avec l'intervention des ONG et de certains projets, comme le projet Malmont et d'autres projets qui interviennent, de plus en plus, les populations sont en train d'être autonomisées à travers les tubes de gestion de l'eau, et donc tubes inspirés sur la base de la connaissance locale, puisque c'est eux-mêmes qui travaillent pour l'installation de ces tubes, et aussi la mise en place de canaux de gestion, c'est-à-dire les canaux, pour le drainage de l'eau. Et voilà, c'était les quelques éléments que je voulais montrer. C'est quelques expériences que nous avons avec les agriculteurs. Je n'ai pas pu montrer les résultats, puisque là, on est en phase de traitement de nos données. On vient du terrain, donc le traitement des données, puis la publication des articles qui sont liés avec cela. Voilà, c'est un terrain hyper intéressant et je recommande fortement aux gens qui aimeraient travailler sur le terrain de la Guinée-Bissau. Moi, j'ai fini, je vais partir. Mais pour ceux qui sont intéressés, c'est un terrain, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire sur le terrain de la Guinée-Bissau. Voilà, je vous remercie. Alors, on va enchaîner après la recherche sur les opérationnels qui sont membres de ce collectif. C'est ici. Voilà. Ici. Alors, les opérationnels, bon, je les ai cités par ordre d'arrivée dans le collectif. Virginie Van de Kerkhove va présenter ce que Up2Green fait depuis une quinzaine d'années sur la mangrove. Virginie ? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'avais fait un premier point sur les objectifs des projets que nous menons dans le cadre de la restauration de mangroves, mais je vois qu'en fait, on a déjà bien parlé de tout ça. C'est préserver l'écosystème littoral pour lutter contre la salinisation, etc., restaurer la biodiversité, développer les activités économiques durables, voilà, lutter contre le changement climatique, diversifier la production agricole, etc. Je vais plutôt insister alors du coup sur les projets qu'on mène. Alors en mangrove, on a un gros projet qui est en cours en Inde, dans le sud de l'Inde, dans le Tamil Nadu. On se trouve vraiment dans l'extrême pointe de l'Inde, en face du Sri Lanka, et c'est là qu'il y a eu le tsunami en 2004. Qui a tout ravagé, et ils ont pu observer effectivement que les zones avec mangrove résistaient mieux que les zones sans mangrove. Donc c'est comme ça que l'ONG Seeds Trust, donc nous, notre manière de fonctionner, c'est qu'on travaille avec des partenaires locaux. L'idée, c'est pas que Up2Green grossisse, voilà, c'est que surtout on soutienne de plus en plus de partenaires et de projets. Donc on a un partenaire là-bas, c'est Seeds Trust.
On est partenaire depuis 1 an. 2023, donc ça fait 1 an et demi déjà, qui a démarré la restauration de mangroves après ce tsunami. Donc ils ont une longue expérience en restauration de mangroves, et ce qu'ils font effectivement, donc ils nous ont contactés, ils nous ont proposé une zone à restaurer, et effectivement, ça rejoint ce qui a été dit là juste avant, c'est le fait qu'ils réaménagent des canaux pour que l'eau circule bien et que les vasières soient aptes à accueillir de nouveau de la mangrove. Sachant qu'en plus cette zone-là est envahie par une espèce envahissante exotique qui vient d'Afrique de l'Ouest, qui est le Prosopis juliflora, donc qui est une plante à piquant horrible qui a envahi des milliers de kilomètres carrés dans le sud de l'Inde. Donc il faut arracher le Prosopis, il faut ensuite redessiner le parcours de l'eau, et ensuite on fait des pépinières, et puis ensuite on peut aller planter les jeunes mangroves. Donc tout ça, c'est le travail de reboisement de la mangrove. Donc c'est pas juste ok, on y va, on plante, c'est vraiment, il y a tout un travail de fond à faire avant de replanter, de reboiser. Il y a tout un travail évidemment avec les populations locales, de sensibiliser et de les former à la préservation de la mangrove. Évidemment, les hommes sont des pêcheurs, donc voilà, il faut aussi leur dire que grâce à la restauration des mangroves dans l'estuaire, les poissons auront plus d'endroits où frayer, etc. Et donc la pêche devrait être plus généreuse, enfin on l'espère en tout cas par la suite. Voilà. Alors ce qu'on fait aussi, ce qu'ils font là-bas, ce qu'on fait aussi avec eux, c'est donc là, il y a une zone de reforestation en mangrove, mais il y a aussi les berges de l'estuaire qui sont en train de s'éroder. Et donc là, on plante des arbres fruitiers et forestiers tout le long des berges. Donc ça va profiter à la population locale, donc ils sont très contents, et ça va aider les agriculteurs aussi à maintenir toute cette zone côtière. Et aussi, la population est très, très pauvre. Donc il y a aussi une distribution d'arbres fruitiers auprès des ménages, qui du coup vont pouvoir diversifier leur alimentation et ensuite vendre le surplus. Donc tout ça se fait. Les femmes sont bien intégrées parce que ce sont elles qui produisent les plants, qui sont responsables des pépinières, etc. Voilà. J'ai envie de dire quand même que souvent dans les projets, avec les ONG avec lesquelles on a affaire, ce sont souvent les hommes qui ont le pouvoir. Mais bon, là, on va dire, en tout cas, dans les pépinières, ce sont les femmes qui travaillent et qui ramènent de l'argent dans les foyers, puisqu'ils ont des soucis avec la pêche qui diminue. Donc, c'est bien. Ça, c'est un projet qui est en cours, un projet qui a du potentiel aussi. Le partenaire a repéré d'autres zones qui pourraient être aussi recolonisés par des mangroves, etc. Donc c'est un projet qui pourrait grossir fortement si on a les moyens. Donc voilà, on recherche les financements. Et voilà. Donc le partenaire est nickel. Par ailleurs, on a aussi entre 2011 et 2020, 22, on a travaillé en Casamance, sur la mangrove, également sur de la replantation de mangrove et sur la conservation de la promotion du riz traditionnel. Donc là, on rejoint aussi l'intervention précédente, là, dans une zone un peu similaire à Afrique de l'Ouest. Là, c'est vrai, le Sénégal importe énormément de riz asiatique. Il produit aussi du riz asiatique. Et là, le but, c'était vraiment de faire une conservation du riz traditionnel qui est utilisé plus pour les cérémonies, qui normalement ne se vend pas, qui se partage, qui se donne, etc., etc. Donc ça, c'était intéressant.
Ça s'est terminé en 2021. Et il y a aussi eu un projet apicole qui a été développé pendant 2 ans. Et puis le GIE est lancé. Et tout va bien. Les femmes produisent enfin, les abeilles produisent du miel de mangrove ou à proximité de mangrove. Donc voilà. Donc là... Voilà, on est toujours prêt à continuer sur la mangrove et à augmenter nos actions sur les mangroves. Voilà, si vous avez des questions, on pourra les échanger tout à l'heure. Merci. Merci à vous. On va continuer dans les opérationnels avec les actions de Planète Urgence. Par Jean-Pierre Brown, ici. Vous m'entendez? Oui, ça a l'air de marcher. Donc vous l'avez compris, si on est sur cette estrade, c'est qu'on est tous des amoureux des mangroves. Et peut-être que si vous êtes dans la salle aussi, c'est peut-être que vous êtes des amoureux des mangroves. Voilà, Planète Urgence est une association qui a 25 ans, enfin bientôt 25 ans, bientôt on va fêter notre anniversaire, et qui a pour objet de renforcer les femmes et les hommes pour préserver les forêts et la biodiversité en danger. Dans ce cadre-là, et on travaille surtout dans une dizaine de pays des zones tropicales. Dans ce cadre-là, on adore les projets de mangroves. Et on a une belle expérience sur les projets de mangroves, puisqu'on travaille en particulier en Indonésie, depuis le tsunami de l'Indonésie, depuis 2007, sur des projets de mangroves en Indonésie, dans plusieurs îles, Java et Kalimantan. Et ça a été plusieurs projets successifs. Et là, en ce moment, on a un projet très intéressant sur l'île de Kalimantan. Voilà, on a actuellement 3 projets. Et j'adorerais vous raconter tous les détails de ces projets, mais j'ai pas beaucoup de temps. Donc, je vais juste résumer. On a 3 projets actuels sur la mangrove. On a un gros projet, c'est le plus gros projet de mangrove au Cameroun, sur 1000 hectares. Qui est actuel. On est dans la phase de plantation des mangroves. C'est un projet qui est certifié carbone, mais sur lequel on est extrêmement vigilant sur tous les aspects co-bénéfices, éducation, etc. Donc c'est vraiment un projet intégratif. Donc même si le financement est à l'origine un financement carbone, tous les aspects de concertation avec les communautés locales, tous les de développement d'activités économiques, de sensibilisation à l'environnement, etc., sont pris en compte dans ce projet. C'est un projet absolument passionnant. Et puis, on a donc l'Indonésie, j'en ai parlé, et puis on a un autre projet sur Madagascar avec un potentiel de 250 hectares qui est plus en phase naissante. Voilà. Et puis, pour finir, Planète Urgence est membre du Global Mangrove Alliance et on n'est pas beaucoup, on n'est que 2 ONG françaises à faire partie du Global Mangrove Alliance, sachant que c'est beaucoup une association très anglo-saxonne et c'est pour ça que Planète Urgence est ravie de rejoindre cette initiative française sur la mangrove, le Mangrove Breakthrough, parce qu'on pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur un écosystème qui est tellement passionnant et tellement riche en services écosystémiques. Voilà. J'étais court. Moi, j'ai envie de considérer ça comme une conclusion, parce qu'on n'a plus de temps maintenant, il faut qu'on libère la salle dans 1 minute. Je voulais juste citer, il y a Action contre la faim, c'était pour donner l'image d'un petit projet finalement, 6 hectares, mais avec un potentiel un peu plus gros. Le but de ce collectif, c'est de pouvoir donner du travail et faire travailler à la fois des gros acteurs sur des projets énormes. Là, on parle de 150 000 hectares. Il y a un projet en ce moment qui commence par Blue Forest et Removal sur 155 000 hectares de mangroves. Je crois un projet de 5 millions d'euros sur la façade du Mozambique. Donc voilà, mais il y a de la place pour tout le monde dans ce collectif, quelle que soit la taille des acteurs. Le but, c'est de leur donner un peu les mêmes outils pour pouvoir travailler, pour pouvoir s'allier dans le cadre du Mangrove Breakthrough. Voilà. Seaboost, c'était un exemple on a parlé beaucoup des conditions hydrosédimentaires, mais c'est un exemple d'entreprise. C'est pour dire qu'il y a également des entreprises dans ce collectif. Là, c'est une filiale du groupe Aegis qui développe des modules qui permettent la reconstitution de la mangrove qui a été érodée et dont les sédiments ont disparu. Voilà.
Merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup aux intervenants qui ont pu se mobiliser assez rapidement et efficacement. Et on espère surtout qu'on va retrouver les moyens de financer la suite de l'animation de ce collectif et d'être de plus en plus nombreux. Merci.